Il existe tout proche de nous une terre sauvage où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets. Les Alpes. Un colosse de pierre long de 1300 km. Des centaines de sommets dépassant 3000 mètres d'altitude, emprisonnant des millions de mètres cubes de glace. Des pentes vertigineuses. Des rocailles coupantes exposées au vent. Un air qui manque cruellement d'oxygène. Comment les êtres vivants se sont-ils adaptés à ces conditions extrêmes? À ce monde où l'hiver dure 8 mois, où les températures peuvent descendre jusqu'à -40. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits? À conquérir des territoires? À parcourir des distances immenses? Comment résistent-ils dans ces conditions infernales? Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux profondes vallées. Voici les destinées surprenantes de ces voisins animaux en prise avec la violence des éléments. Un grand voyage à côté de chez nous, dans le dernier sanctuaire d'Europe. Nous sommes en Italie, dans le massif des Dolomites. Ces roches sont d'anciens récifs coralliens. Ils ont été poussés hors de la mer il y a des millions d'années. Des coraux pétrifiés à 3000 mètres d'altitude. L'hiver touche à sa fin. Plus rien à manger. Beaucoup d'animaux sont affaiblis. Ce jeune cerf traque la moindre trace de nourriture. C'est le pire moment de l'année. Une louve est en chasse. Mais elle n'est pas seule. Elle a placé toute sa famille autour d'elle. Louve dirige sa meute avec son compagnon, son mâle alpha. Ce jeune cerf n'est pas une proie facile, mais Louve a un plan. À son signal, l'action peut commencer. Ce jeune cerf n'a jamais vu de loup, mais il sait ce qu'il doit faire. C'est dans ses gènes. Il a une ruse pour leur échapper. Il les attire en plein milieu de la harde. Et c'est exactement ce que Louve avait prévu.
Maintenant, elle peut choisir la proie la plus facile. Un cerf malade. Le jeune cerf a pu échapper au loup en sacrifiant un des siens. Une réponse très efficace contre les attaques des loups. Cette stratégie n'est peut-être pas très glorieuse, mais elle comporte un avantage. Éliminer les malades et empêcher les épidémies. C'est le rôle du loup dans nos milieux naturels. En cette saison, les cervidés se regroupent en larges hardes. Plus d'oreilles pour entendre les dangers. Plus d'yeux pour les voir venir. Pour lutter contre le froid, ils mettent en hibernation certaines parties de leur corps et abaissent leur rythme cardiaque. En ces contrées glaciales, c'est la clé de la survie. Dépenser le minimum d'énergie. Cette famille de loups vient justement de capturer une proie avec un effort minimal. C'est leur premier repas depuis des jours. Excité par cette nourriture, l'aîné des fils teste les limites de la hiérarchie. Il défie son père, le mâle alpha. Il doit respecter la règle. Les parents mangent avant les enfants. Mais le fils ne veut pas obéir. Il devra attendre son tour, comme les autres. Le loup n'a dans les Alpes qu'un seul concurrent. L'ours brun. Celui-ci a senti la viande à des kilomètres. Et il a faim. Mais Alpha n'est pas d'humeur à céder. En temps normal, Alpha se serait mise à l'écart, comme Louve. Mais aujourd'hui, Alpha veut montrer à ses enfants qu'il est toujours le chef. Alpha veut empêcher l'ours de manger, le harceler jusqu'à ce qu'il parte. L'ours brun ne craint pas les loups. Il est le plus fort, et il le sait.
Alpha n'est plus en mesure de gouverner. Immédiatement, tous les regards se tournent vers le fils aîné. Et tout le monde se soumet à ce nouveau chef. Mais pas Louve. Louve n'abandonnera pas son compagnon de toujours. Chez les loups, un couple c'est pour la vie. Dans les Alpes, trouver de la nourriture en hiver est un défi quotidien. Pour y parvenir, certains ont inventé des stratagèmes surprenants. Nous sommes en France, dans le massif du Grand Paradis. Dans la vallée, c'est la famine. La plupart des arbres ont été dépouillés. Plus de fruits, plus de graines disponibles. Et les insectes sont cachés sous les écorces. Pour ne pas mourir de faim, des petits oiseaux ont inventé une méthode très astucieuse. Ils s'organisent en bandes de plusieurs espèces. Ils commencent par chercher un arbre inexploré. Celui qui a trouvé prévient les autres. Chacun prend maintenant sa place sur l'arbre du jour. Tout en haut, les becs croisés. Ils jouent le rôle de vigie. Juste en dessous, les mésanges boréales cassent les cônes pour extraire l'épine. Plus bas, sur les branches, les mésanges huppés et les grimpereaux cherchent de petites araignées qui se cachent sous les lichens. Tout en bas, dans les rameaux du mélèze, la mésange noire et la mésange bleue raffolent d'une larve de papillon. Toutes ces espèces si différentes ont trouvé un moyen très efficace pour s'alimenter. L'entraide. Et si un danger survient, ils se préviennent. Une fois rassasié, chacun peut rentrer chez soi. Pour se protéger contre l'enfer. Le blizzard. Les températures qui chutent brutalement. Il peut causer la mort en quelques heures. Comment se protéger? Il y a ceux qui ont les habits adaptés, capables de supporter des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Et il y a ceux qui ont choisi de passer l'hiver en sous-sol. On maintient le corps à 4 degrés. Le cœur bat une fois par minute. Et surtout, on dort longtemps. Très longtemps. Sauf quand on a froid. Les marmottes savent bien que plus on est nombreux, plus on se tient chaud. Et pour être nombreux, il faut avoir une famille. Et voilà un autre casse-tête de ces hautes montagnes. Comment trouver un partenaire quand le printemps arrive? Il y en a qui ont trouvé un drôle de moyen. Le speed dating des montagnes. Nous sommes dans le massif du Beaufortin.
Un rassemblement se tient ici une fois par an, à une date très précise, connue uniquement du peuple des grenouilles rousses. Après 9 mois d'un sommeil profond, ce jeune mâle vient de se réveiller avec une idée irrésistible en tête. Trouver une partenaire. Ce célibataire sait très bien où aller. Une tourbière à 3 kilomètres. Pourquoi est-il si pressé? Parce qu'à destination, il n'y aura qu'une seule femelle pour 5 mâles. Et comme tout le monde y va en même temps, seuls les premiers seront mariés. Ah, voilà une femelle disponible. L'idée, c'est de la ceinturer et de ne plus la lâcher. Non, c'est un mâle. Voilà, on arrive enfin à destination. Une place de dégel au milieu des glaces. Tiens donc. Regardez cette beauté. Ses yeux d'or, cette peau rousse. C'est elle. Là, il est sûr de son coup. Maintenant, il faut qu'elle l'accepte sur son dos. Le secret, c'est de faire preuve de délicatesse. Voilà. Non mais là, elle bouge trop. Le problème maintenant, c'est cette bande de célibataires prête à tout pour lui voler sa dulcinée. Mieux vaut chercher ailleurs. Et ici, on peut s'incruster. Notre jeune mâle ne trouvera pas de fiancée cette année. Mais pas vaincu pour autant. Dans un endroit plein d'œufs, il se débrouillera tout seul pour répandre sa semence. Il aura une progéniture et c'est bien cela le plus important. Les grenouilles rousses ne vivent pas en couple. Elles s'unissent une semaine par an et se séparent ensuite. Avec la fonte des neiges arrive la période des naissances. Soudainement, à tous les étages, des êtres fragiles et sans défense voient le jour. Pour protéger leurs petits, les parents aménagent des logements inaccessibles dans les arbres. Ils creusent des tanières impénétrables en sous-sol. Ils bâtissent des nids dans des falaises abruptes. Mais pour ceux qui vivent en milieu ouvert, il n'y a pas de refuge possible. Leurs petits sont vulnérables partout. Nous sommes dans le parc des écrins. Ici, les bouquetins ont mis au point un système de surveillance collective. C'est une femelle d'âge mûr. Elle est en mission pour sa communauté. Ce jeune bouquetin vient de naître. Il n'est pas le seul. Toutes les naissances ont eu lieu en quelques jours. La mission de la doyenne, guetter l'arrivée du voleur d'enfants. L'aigle royal.
Les femelles bouquetins veillent à plusieurs sur les petits de la communauté. Un genre de garderie d'altitude. L'alerte est levée. Trop rapidement. Malgré leur solidarité, les femelles perdent régulièrement leurs petits. Pendant la belle saison, les mâles s'établissent plus haut. L'éducation des enfants, ce n'est pas leur truc. Ils préfèrent ne rien faire. Ou si, tiens, se gratter le dos avec la pointe de leur corne. Pendant que les mâles travaillent d'arrache-pied, les femelles passent à une autre activité. Donner une éducation à leurs petits. Un jeune cabri et sa mère se sont mis en marche. Un voyage qui les mène vers une épreuve invraisemblable. Depuis un demi-siècle, toutes les mères de cette région emmènent leurs petits à 2 jours de marche pour accomplir ce qui ressemble étrangement à un rituel d'initiation. Le jeune cabri apprend la montagne. Il est subjugué par l'agilité de ses pattes, l'incroyable adhérence de ses sabots. Il teste ses limites et n'en voit pas le bout. Il ne se doute pas de l'épreuve qui l'attend. Il suit sa mère en toute confiance. Cabri réalise soudain qu'il est au milieu d'une falaise vertigineuse. Que font-ils ici? Ils sont sur le barrage du lac de Shingino. Une muraille verticale de 50 mètres. Cabri ne le savait pas. Il est un équilibriste de génie. Pourquoi sa mère l'a-t-elle emmené ici? Pour atteindre les sels minéraux qui suintent de l'ouvrage. Ces sels indispensables à l'organisme des bouquetins n'existent pas dans leur nourriture. Il n'y en a qu'au milieu du barrage. Cabri a vaincu sa peur, et maintenant il peut imiter sa mère et goûter ce succulent nectar de roche. En réalité, leurs sabots concaves sont des amortisseurs antidérapants ultra puissants. Des ventouses qui adhèrent aux parois.
Quant à leur sens de l'équilibre, c'est un des prodiges de l'évolution. Cabri vient d'apprendre une opération essentielle à sa survie. Il reviendra tous les ans ici pour fortifier sa santé. Toutes les mères d'ici transmettent ce savoir à leurs petits depuis que ce barrage existe. Pour Cabri, c'est le début de son passage à la vie adulte. Dans quelques mois, au début de l'automne, il sera sevré et sera prêt à quitter sa mère pendant l'hiver. Il ira avec les mâles. Et quand ses cornes auront poussé, il pourra se gratter le dos avec, comme un grand. L'éducation des enfants est un défi gigantesque dans les hautes montagnes. La principale obligation, c'est la durée. 4 mois seulement pour qu'ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes avant l'hiver. La plupart des parents y déploient un temps et une énergie considérables. Mais les enfants, rendent-ils aux parents un peu de ce qu'ils ont reçu? Les enfants s'occupent-ils de leurs aînés quand ils sont moins vaillants? Grâce au progrès de la connaissance, le voile se lève doucement sur un monde dont on n'imaginait pas la richesse. Le monde des arbres. Et justement, dans les grandes forêts de hêtres des Alpes, on vient de découvrir une histoire de parents et d'enfants qui n'existe que dans les contes. Celle de la souche immortelle. Cachée sous la mousse, cette souche est ce qui reste d'un arbre gigantesque tombé il y a plus de 500 ans. On pourrait penser qu'elle est morte. Pas du tout. Pourtant, elle n'a plus de feuilles pour capter l'énergie du soleil, plus de racines pour se nourrir dans le sol. Comment est-elle toujours vivante? La science a trouvé la réponse. Les arbres autour d'elle en ont décidé ainsi. Ils la maintiennent en vie. Ils lui envoient de la nourriture. Qui sont ces arbres bienfaiteurs? Il y a le premier cercle, les descendants directs de la souche. Ils sont nés de ses fruits. Un peu plus loin, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il y a même des arbres qui ne sont pas de la même famille, ni de la même espèce. Ils forment tous un réseau de soutien pour la nourrir. Pourquoi l'ont-ils protégée de la mort? Cette vieille souche sans aucune utilité. C'est peut-être qu'il tenait à elle. De l'affection entre les arbres. L'histoire de cette souche immortelle ouvre nos yeux sur un monde insoupçonné. Pourquoi les arbres s'entraident-ils? Un arbre à lui seul ne peut se protéger du froid et du vent. Il ne peut conserver l'eau dont il a besoin, ni répondre aux agressions des parasites. Une forêt peut le faire. Les arbres dépendent les uns des autres. Ensemble, ils peuvent vivre des siècles et même des millénaires. Ils apportent leurs bienfaits à un nombre incalculable d'êtres vivants. Ils servent de maison et de garde-manger, de refuge et de restaurant.
Cette générosité est le fruit d'une force extraordinaire de la nature. La solidarité entre les arbres. Des parents modèles, des enfants formidables. On pourrait croire à un monde idéal où tout le monde est gentil avec tout le monde. Ça n'est pas le cas. Parmi les parents, il y en a qui ne font absolument rien pour leurs petits et qui s'en sortent parfaitement. On pense tout de suite au pire d'entre eux. Il s'appelle l'azuré. Derrière ce joli papillon inoffensif se cache en réalité le plus grand escroc de la montagne. Au départ, il y a pourtant de bonnes intentions. Se séduire, et ça commence par un accouplement. Une fois ensemencée, la mère cherche Pimprenelle, une fleur pourpre. Elle y dépose son œuf et abandonne son petit, qui devient chenille, qui va le nourrir et le protéger. Maintenant commence la formidable supercherie de bébé azuré. Opération déguisement olfactif. Il prend l'odeur de la larve de la fourmi. C'est parti. Intrigué par l'odeur, une ouvrière s'enquiert. Que fait ici cette jeune larve de fourmi? Vite, à la fourmilière. L'illusion fonctionne. La fourmi bigleuse ramène bébé dans la pouponnière. Les nourricières alimentent maintenant l'escroc par la bouche. Jour après jour, mois après mois, pendant tout l'hiver. Et bébé blanchit, et bébé grossit. Les fourmis ne se rendent même pas compte de la taille gigantesque de cette larve. Au printemps, la métamorphose s'opère. Et le jour critique, bébé sort de son cocon. Aussitôt, l'illusion odorante disparaît. Il a quelques secondes avant que les fourmis ne rappliquent pour le découper en morceaux. Alors vite, dehors. Il déploie ses ailes, et voilà. L'imposteur peut enfin devenir papillon. Il y a ceux qui profitent du travail des autres, comme l'azuré. Il y a ceux qui sacrifient tout à la collectivité, comme les fourmis. Il y a ceux qui la jouent solo. Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la patte, comme l'ours. Même si ça gratte. Quelle est finalement la bonne stratégie pour survivre dans les montagnes? La jouer perso ou collectif? L'ours est perso, mais il rend quand même des services, à la framboise qu'il adore par exemple. Après l'avoir digéré, il crotte et disperse ses graines dans les montagnes. Il rend service à la framboise sans s'en rendre compte. Mais il y a aussi des êtres vivants qui se rendent service mutuellement et dépendent les uns des autres. L'histoire qui vient est à peine croyable. Elle raconte l'alliance d'un arbre et d'un oiseau. L'arbre, c'est la rolle. Il pousse à la limite du possible, au-delà de 2000 mètres. C'est le plus vaillant des arbres. Il peut vivre des centaines d'années. Mais il a un immense problème. Ses cônes ne s'ouvrent pas d'eux-mêmes. Ses fruits sont prisonniers à l'intérieur. Du coup, la rolle ne peut pas se reproduire tout seul.
C'est là qu'intervient l'oiseau. Un drôle d'oiseau, assurément. Il s'appelle Casse-Noix. Casse-Noix a une véritable passion dans la vie, ses économies. Les petites, les moyennes, les mal fichues, les bien rondes. Savoir combien il y en a et qu'elles soient bien toutes à leur place. Ça, c'est une moyenne. Il va les mettre où, les moyennes? Ici. La petite, elle peut rester là. Tiens, une grosse, ici. Et celle-là, de côté. Mi-septembre, c'est l'ouverture de la saison des pignes. D'instinct, Casse-Noix se dirige vers le plus grand garde-manger de la région. Le bois des Ailles, une des plus hautes forêts d'Europe où vit une communauté d'arolles centenaires. En cette saison, ils produisent des quantités astronomiques de fruits. C'est justement ce qui intéresse Casse-Noix. D'abord détacher les cônes. Poser les cônes sur l'enclume. Et au travail. Son bec puissant est l'instrument idéal. Avec une précision chirurgicale, il peut extraire 200 pignes à l'heure. Il les stocke derrière sa langue. Dans son jabot, il en transporte une trentaine pour les mettre en lieu sûr. Il y a un mode d'emploi pour les dissimuler. D'abord faire un trou, puis les enterrer profondément. Non, pas celle-là. 1, 2, 3. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce bois est aussi le plus grand repère de brigands de la région. Ils attendent le bon moment. Casse-Noix masque l'entrée avec un peu de mousse. Et voilà, le tour est joué. Casse-Noix travaille comme un acharné du matin au soir. Il extrait, transporte et planque 100 000 pignes en 3 semaines. Mais dès qu'il a le dos tourné, les brigands dévalisent toutes ses planques. Et vont lui subtiliser les 3/4 de sa fortune. Face au vol de pignes, Casse-Noix a la solution. Dans son immense prévoyance, il parcourt des kilomètres pour cacher ses richesses. Il en dissimule même dans des endroits totalement inaccessibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il oublie une bonne partie de ses cachettes. Et voilà comment les arolles font leurs petits. Et aussi comment ils se déplacent. Un arbre qui s'associe avec un oiseau pour se reproduire. On sait aujourd'hui que l'entraide est une force puissante dans le monde vivant. L'autre force, c'est la compétition. On nous enseignait jusqu'à aujourd'hui que la loi du plus fort régissait le monde. On est en train de changer d'avis. La compétition est partout, mais elle se montre au grand jour au moment de la reproduction. Un cerf de place rassemble ses biches. Un rival arrive de la vallée voisine. Le gagnant aura-t-il les biches? Officiellement, oui. Mais pendant que les deux compétiteurs font la guerre,
un jeune pacifiste fait la cour. Il réussit à séduire une biche sans combattre. N'en déplaise au grand mal, la loi du plus fort n'est pas toujours respectée. En réalité, dans les milieux extrêmes, la compétition est moins déterminante. Car elle a un gros défaut, elle est coûteuse en énergie. Dans les montagnes, l'énergie est une denrée qu'il faut gérer avec économie. Aussitôt finis, les combats de cerfs sont remplacés par ceux des bouquetins. L'enjeu est le même. Les marmottes se préparent à dormir. Les lièvres changent de couleur. Un jour, le grand manteau blanc est là. L'hiver s'abat sur le monde. Ceux qui ne sont pas prêts ne survivront pas. Les loups sont parmi les mieux adaptés à cette vie infernale qui commence. Leur force, c'est leur formidable organisation familiale. Mais que se passe-t-il quand elle disparaît? C'est le moment de revenir sur l'histoire de cette louve et de son mâle alpha. Repartons un an en arrière, en cette fin d'hiver tragique pour Louve. Cet accident a été le début d'une aventure qui a changé la vie dans les Alpes. Le compagnon de Louve a fini par succomber à ses blessures. Et Louve n'a pas trouvé la force de quitter sa dépouille. Dans sa meute, une autre a déjà pris sa place. L'absence de Louve a déclenché les chaleurs d'une de ses filles. Elle est prête à enfanter. Elle est la nouvelle femelle alpha. Que va faire Louve? Si elle retourne dans sa meute, il faudra qu'elle affronte sa fille. Elle doit partir. Pourquoi fait-elle ce choix? Parce qu'elle n'est pas vraiment seule. D'ici quelques semaines, elle va mettre au monde une portée de louveteaux. Chez les loups, seule la femelle alpha est autorisée à se reproduire. Si elle restait, ces petits risqueraient d'être éliminés à la naissance. Louve est née dans ces montagnes. Pourtant, son instinct lui dit de les quitter.
s'enfuir le plus loin possible. Trouver un nouveau pays pour sa future famille. Mais où aller? Qu'y a-t-il derrière ces montagnes? Pour l'instant, elle l'ignore. Louve est partie vers le nord. Pour éviter de croiser d'autres loups, elle emprunte la route des crêtes. Louve n'est pas la première. De nombreux loups quittent leur meute chaque année pour se faire une nouvelle vie. Ils parcourent des distances immenses. Des centaines, des milliers de kilomètres. Des scientifiques les suivent grâce à des colliers émetteurs. Partie des Dolomites en mars, Louve est entrée en Autriche. En quelques jours, elle a franchi plusieurs massifs. Puis elle a bifurqué vers l'ouest et le Tyrol. Elle n'a que 3 semaines devant elle. Après, elle donnera naissance. Un loup en exil n'est jamais seul. Nombreux sont ceux qui l'observent, comme le gypaète barbu. Que lui veut ce grand rapace? Le gypaète est de retour dans les Alpes après un siècle d'absence. Comme le loup, il avait été exterminé par les hommes. On le prenait pour un dragon malfaisant, un tueur d'enfants. À cause de ses yeux cerclés de rouge, de cette barbe effrayante. Trois mètres d'envergure. Le plus grand vautour d'Europe et aussi le meilleur des planeurs. Ce mâle a 6 ans. Il est né dans le massif du Mercantour, mais en est parti très jeune. Il parcourt chaque année des milliers de kilomètres au-dessus des Alpes. Mais que cherche-t-il? Pour l'instant, il suit Louve. Attend-il qu'elle meure pour la manger? Parce que, question menue, vous allez le voir, le gypaète n'est pas des plus faciles à satisfaire. On comprend maintenant pourquoi gypaète suivait Louve.
Ses efforts vont être enfin récompensés. Gypaète n'est pas un vautour comme les autres. Son régime lui interdit la chair et la peau. Pour préparer son repas, il a une recette bien à lui. D'abord, couper le gibier en morceaux. Ensuite, tenir fermement la pièce choisie à 50 mètres de hauteur. La lâcher délicatement sur un rocher saillant. Et voilà. Le déjeuner est servi. Des os brisés. Gypaète ne mange que ça. Il a dans l'estomac l'acide digestif le plus puissant du monde vivant. Mais attention, des os frais seulement, pas des vieux os desséchés. L'eau va continuer de marcher, 50 à 60 km par jour. Depuis le massif des Zillertal dans le Tyrol, elle a traversé l'Autriche d'est en ouest. Puis elle est entrée en Suisse par les Grisons, a réussi à passer le Saint-Gothard et le Mont-Rose. Elle a contourné l'impressionnant Matterhorn. En quelques semaines, elle a parcouru plus de 1000 km. Elle est entrée en France dans le massif du Mont Blanc. Elle est fatiguée et affaiblie par le voyage. Il faut qu'elle trouve un endroit pour se reposer. Elle va bientôt donner naissance. Chez les loups, on accouche dans la tanière de la famille. Creusée par les ancêtres très profondément sous la terre, elle est placée au centre de leur territoire. Elle se transmet de génération en génération. Louve n'a pas de territoire. Elle doit trouver un endroit au sec avec un peu d'eau fraîche, pas trop loin. À mi-pente, pour voir venir les dangers. Un trou sous une vieille souche. Voilà. Elle a mis bas pendant la nuit. Une portée de 8 louveteaux. Deux petits sont morts à la naissance. Elle les a mangés pour ne pas attirer d'autres prédateurs. Nombreux sont ceux qui ne feraient qu'une bouchée de ces petits. Renards, corbeaux, sangliers.
prédateur le plus imperceptible des montagnes. Elle le sent, mais ne peut le voir. Le lynx peut rester à l'affût pendant des heures. Il attend qu'elle s'en aille chercher de la nourriture pour attaquer. Elle le sait, et pourtant elle a faim. Voilà 3 semaines qu'elle n'a mangé que de l'herbe et des vers de terre. S'il était encore dans sa meute, elle pourrait confier ses petits aux autres femelles. Quand la mère alpha met bas, ses filles se mettent à produire du lait. Elles deviennent des nourrices. Lynx renonce pour aujourd'hui, mais il peut revenir à tout moment. Et en un éclair tuer ses petits d'un coup de griffe. Louve est coincée. En plus, elle a parmi ses petits un aventurier intrépide. Un cauchemar pour une louve seule. Et Lynx? 3 petits affamés l'attendent elle aussi. C'est une maman, et elle œuvre comme tous les parents au printemps. Elle protège et nourrit ses petits. Au XXe siècle, les lynx ont totalement disparu des Alpes. Puis quelques rescapés ont été réintroduits en Suisse. La bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Aujourd'hui, les lynx sont présents pratiquement partout dans nos montagnes. Les louveteaux ont maintenant 2 mois. Le moment de découvrir le monde et d'apprendre en observant les adultes. Louve doit faire attention à ne pas en perdre en route. Surveiller intrépide, c'est lui le plus dangereux. Par simple curiosité, il est capable de filer sans prévenir. Leur instinct de prédateur est encore totalement endormi. Ils ne seront pas chassés avant l'âge d'1 an. À 2 mois, c'est le moment du sevrage. La mère arrête progressivement le lait et commence à nourrir ses petits avec de la viande régurgitée. Du gibier chassé par la meute. Rien de tout cela n'est possible pour Louve. La méthode éducative des loups est un mélange de permissivité et de restriction. On n'interdit rien au jeune loup. Il doit faire ses propres expériences et apprendre ainsi à tirer les conséquences de ses actes. Comme apprendre
savoir reconnaître les amis et les ennemis. Lou va trouver une nouvelle tanière. Mais toujours rien à manger à part quelques insectes. C'est le moment le plus difficile. Elle n'a plus assez de lait. Plus il réclame, moins elle peut les satisfaire. Il lèche sa bouche pour qu'elle régurgite de la nourriture. Mais elle n'a rien à régurgiter. Il faut vraiment qu'elle trouve une solution. Il y a bien une possibilité. Les moutons. Ils sont faciles à attraper, mais si elle veut manger une brebis, il va falloir qu'elle affronte un ennemi de longue date. L'homme. Les premiers sédentaires se sont installés dans les Alpes à l'âge du bronze, il y a 4000 ans. C'étaient des éleveurs de moutons. Ce fut le début d'un long conflit avec les loups. Aujourd'hui, pour défendre leur bétail, certains ont choisi de les éliminer. Il existe un homme qui mène un autre type de combat. C'est un adversaire de taille pour les loups qui veulent se nourrir des animaux des hommes. Cet homme a choisi de mener le combat d'une manière très singulière. Mathias Corneli. Mathias a accepté cette année de conduire un troupeau dans l'estive la plus dangereuse des Alpes. Affronter les meutes de loups du Vercors. Ici, l'année dernière, 35 bêtes sont mortes. Les éleveurs de la région lui ont confié 650 brebis. Elles ont passé l'hiver dans une bergerie et maintenant elles doivent se nourrir d'herbes tendres pour engraisser et donner naissance. La mission de Mathias, les conduire jusqu'au pâturage et les protéger de tous les dangers pendant 2 mois. Son défi, revenir à la fin de l'été avec toutes les brebis. Sur ce territoire, aucun berger ne l'a réussi depuis des années, à cause des loups. De son côté, Louve attend sa chance. Une seule brebis pourrait nourrir ses petits pendant plusieurs jours.
entre la chaîne de l'Obiou et celle du Dévoluy. Le col de la Croix-Haute est juste derrière les alpages attribués à Mathias. Pour l'accompagner dans sa mission, une équipe de choc qu'il a choisie et formée. Il a 2 types de chiens. Les chiens de conduite, légers et rapides, et ceux qui protègent le troupeau, lourds et puissants. Raga est une femelle beauceron. Elle est passionnée par son travail et c'est de loin la plus active. Elle passe son temps à guetter les brebis qui s'écartent et à les ramener dans le droit chemin. Tout ça pour faire plaisir à Mathias. Léo est un petit berger des Pyrénées, léger, rapide et avec un cœur de lion. On peut compter sur sa vigilance de tous les instants. Il ne rate pas un épisode. La vieille Caille est à la retraite. Elle ne travaille plus, mais tout le monde fait comme si elle était essentielle à l'équipe. Bientôt, elle ne pourra plus escalader ces montagnes. Mathias emmène son troupeau dans l'endroit le plus périlleux. Là où le plus grand nombre d'attaques ont eu lieu. La combe de tous les dangers. C'est volontaire. Autant être clair tout de suite. Mathias et ses chiens sont là. Et n'ont pas peur d'eux. Louve a entendu le message. Mais elle a surtout senti un autre danger. Une meute de loups est là. Ils sont nombreux et prêts à attaquer. Les chiens de protection prennent leur place. Thor se positionne en hauteur. Il surveille tout. Il sent tout. Il écoute tout. Réa se place au milieu du troupeau. Elle est particulièrement attachée aux brebis qu'elle materne comme ses petits. Mora fait les extérieurs. Elle se déplace parfois loin du troupeau pour laisser son odeur marquer son territoire et défier tout loup qui voudrait s'approcher. Quant à Mastin, le jeune molosse, il quadrille le territoire sur un grand périmètre autour du troupeau. Les loups travaillent en équipe. Ils observent et cernent leur proie. L'odeur des brebis excite leur faim.
Les loups ne cherchent pas la bagarre. Ils préfèrent se nourrir sans avoir de problème. Si les chiens occupent bien le terrain, ils vont chercher ailleurs. Cette première rencontre devrait marquer les mémoires des loups. Ils se souviendront de l'odeur de Thor, Mora et Mastin. La prochaine fois, ils passeront leur chemin. Wow! Wow! Mathias et ses chiens protègent le troupeau et se protègent entre eux. Ils agissent instinctivement grâce aux gènes de leur ancêtre à tous. Le loup, c'est la meute de Mathias. Depuis qu'il fait ce métier, il a gardé plus de 15 000 brebis. Et il n'en a perdu que 3 à cause des loups. Mathias n'est ni pour ni contre le loup. Pour lui, la vie est sacrée, même celle du loup. Le loup est là. Il fait avec. Louve n'est pas rentrée. Elle continue à chercher de la nourriture. À 10 semaines, Intrépide est le plus actif de la meute. Il est atterré par tout ce qui bouge. Il est maintenant sur la trace d'un mets délicieux. Un os de bouquetin. Pour lui tout seul. C'est lors des jeux que les personnalités se forgent. Il y a les leaders, il y a les suiveurs, il y a ceux qui abandonnent facilement, et il y a ceux qui ne lâchent jamais. Louve a repris la route vers des contrées plus hospitalières. Elle a traversé le Vercors, le massif de la Chartreuse et est arrivée dans la Tarentaise. Elle cherche un territoire paisible où elle pourra s'établir. Aujourd'hui, elle a détecté des odeurs d'urine. Ce sont des signaux qui indiquent une frontière à ne pas franchir. Louve vient d'entrer sur le territoire d'une meute de loups. Ils ne sont pas très loin.
Les loups sont capables de tuer en cas d'intrusion. Mais il y a un autre danger. Ils arrivent de la vallée. Ils sont nombreux, eux aussi. Les hommes et les loups ne font pas bon ménage. Louve le sait, dans ses gènes. Elle sent qu'elle doit fuir. Elle est au bout du chemin. Derrière elle, une montagne infestée de dangers. Devant elle, un monde inconnu. On sait aujourd'hui que de nombreux loups traversent nos villes et nos villages. Ils agissent de nuit, sans un bruit. Depuis qu'ils sont revenus en France, les parcours de nombreux loups ont été étudiés. Ils franchissent tout, les fleuves, les autoroutes et même les lignes de TGV. Ils prennent des risques inouïs, rien ne les arrête. Louve a réussi à traverser la vallée de l'Ubaye et elle a trouvé un nouveau territoire plus tranquille. Ici, pas d'odeur d'homme, ni de chien. C'est une terre d'abondance, avec de la nourriture à profusion. Louve vient d'entrer dans une réserve naturelle, le parc du Mercantour. Un sanctuaire créé par l'homme qui protège toutes les espèces. C'est son nouveau territoire. Mais il y a une autre présence. C'est Gypaète.
il est retourné exactement à l'endroit où il est né. Et il a fondé une famille. Louv a réussi à maintenir ses 6 petits en vie et en bonne santé. Mais l'hiver arrive. Et il lui faut de l'aide. C'est le moment d'appeler d'autres loups. La voix des loups est faite pour les montagnes. Elle peut s'entendre à des dizaines de kilomètres. Mais ce soir, personne ne l'entend. Dans une vallée lointaine, un jeune loup a entendu ses appels. Au petit matin, ils ont pu faire connaissance. Louv a parcouru 1300 km. Partie en hiver des Dolomites, elle a traversé presque toutes les Alpes, seule. Elle a mis bas dans le massif du Mont Blanc. Puis elle a fait route vers le sud. Elle a traversé le Vercors, les Écrins, et s'est établie dans les Alpes de Haute-Provence. Quelques semaines plus tard, une caméra d'observation a capturé ces images. Louv a reconstitué une meute et elle a maintenant son propre territoire. En vérité, le voyage de Louv raconte une histoire bien plus vaste. Les loups ont failli disparaître d'Europe au XXe siècle. Pas un seul n'avait survécu en France. Seules quelques familles isolées dans les Alpes italiennes. Puis dans les années 90, quelques loups solitaires comme Louv ont commencé à reconquérir les territoires que leurs ancêtres avaient perdus. En voyageant, en formant de nouvelles meutes loin de chez eux, ils ont peu à peu repeuplé les montagnes. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2000. Les loups sont le symbole
du renouveau des Alpes. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de toutes ces histoires? Que nous ont appris tous ceux qui vivent dans ces montagnes? Avant de se prononcer, il faut aller interroger les sages. Celles et ceux qui étaient là avant les animaux et les hommes. Celles qui vivent là depuis des millions d'années. Les plantes. Comment font-elles pour survivre pendant des mois sous la neige, dans l'obscurité et le froid? Et pendant leur courte vie à la lumière, comment se partagent-elles les maigres ressources disponibles? 2000 espèces de plantes d'altitude vivent ici sous la surveillance de Pascal, leur jardinier. Elles ont développé de nombreuses stratégies pour résister aux conditions extrêmes de la haute montagne. Entre 1000 et 2000 mètres, beaucoup se font la guerre. Pour asseoir sa domination, la polémoine bleue colonise des zones entières et étouffe ses concurrentes. La rhinanthe à crête de coq se loge sur la racine d'une plante voisine et prélève sa sève pour s'en nourrir. Et la plus terrible d'entre elles, l'épervière velue, empoisonne ses voisines. Ici, clairement, les plus forts éliminent les plus faibles. C'est, dit-on, la loi de la nature. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Car il y a une autre loi au-dessus des nuages. Là-haut. Là où plus rien ne pousse. Quand la pauvreté des sols s'allie aux infernales conditions climatiques, les règles changent et la vie révèle un de ses plus beaux secrets. Le Silène-à-Caules est une plante en forme de coussin. Au cœur, il y fait 10 degrés de plus qu'à l'extérieur. Un microclimat qui permet à de nombreuses espèces d'y trouver refuge. Telle cette gentiane bleue qui sans aide mourrait. Chaque petite fleur s'appuie sur sa voisine, oh non pas pour la tuer, mais pour préserver et partager l'eau et la chaleur. La plus étrange d'entre elles est aussi celle qui vit le plus haut. La mystérieuse Androsace et son agréable odeur de miel. Celle-ci a peut-être déjà un siècle. On pourrait penser qu'elle est seule, mais en réalité elle abrite une multitude de petites bêtes invisibles. Bactéries, acariens, insectes, ils vivent en communauté avec l'Androsace. Elle est à elle seule un véritable écosystème capable de vivre en autonomie complète. Ces plantes nous révèlent un des mécanismes fondamentaux du monde vivant. Quand il n'y a plus rien, ce ne sont pas les plus forts qui gagnent, mais ceux qui s'entraident. Plus les conditions sont difficiles, plus coopérer devient vital. Voilà la réponse de ceux qui vivent dans les Alpes. Et tous ici le savent. Les femelles bouquetins qui s'entraident pour garder leurs petits. Les oiseaux malicieux qui s'associent pour trouver à manger. Les cerfs qui se réchauffent en se serrant les uns contre les autres. Les gypaètes qui comptent sur les loups pour trouver des os. Les arbres qui se cotisent pour aider les plus vieux. Les loups qui sacrifient tout à la sauvegarde de leur meute. Les arolles qui comptent sur Casse-Noix pour semer leur graine. Les loups qui surmontent des épreuves inouïes pour partager leur vie avec d'autres loups.
les hommes qui comptent sur leurs chiens pour veiller sur leur troupeau. Tous ces êtres ne sont pas les plus forts. Ils savent que la montagne est bien plus puissante qu'eux. Alors, ils s'entraident